Bonjour et bienvenue sur ce live, ce direct sur Facebook. C'est le plus puissant instrument de libération des peuples, des consciences et des âmes. Je suis Martial Bissog, je suis le fondateur d'Akeva. Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Et de plus en plus, le contexte me donne raison. Si on ne se regroupe pas intelligemment, si on ne réfléchit pas intelligemment, si on ne se met pas ensemble, mon peuple va toujours se faire fouetter partout dans le monde. De Johannesburg à Paris, en passant par Yaoundé, Ndikiminiki, Nkonsamba. Donc, nous devons être plus forts, plus regroupés, plus soudés. Ça ne sert à rien de célébrer nos doctorats et nos diplômes isolés, car nous ne représentons rien. La masse critique intelligente du monde est en train de diriger le monde sans nous. Donc, vous recevrez bientôt, pour les membres de l'Académie, parce que vous êtes très nombreux, là les cartes qui sont déjà là, vous les aurez dans vos boîtes aux lettres d'ici cette semaine, et accompagné d'un petit cadeau, carte postale, et les livres vont suivre. Alors, maintenant que j'ai dit ça, nous allons parler aujourd'hui de nous. Nous allons parler de l'Afrique du Sud. Nous allons parler du procès de Maurice Kamto. Nous allons parler de la mort de Mugabe. Et après, nous allons parler, évidemment, de partir comme on est venu, le best-seller mondial de la rentrée. Alors, on va faire ce qu'on appelle en études linguistiques ou en journalisme ou en communication la pyramide inversée. On va commencer, on va inverser les sujets, on va partir du plus grand au plus petit. Je fais cette vidéo pour dire que quelle que soit la valeur de notre costume, notre peau, notre corps qui porte ce costume aujourd'hui dans le monde ne vaut pas grand-chose. Et quand on voit ce qui se passe en Afrique du Sud depuis quelque temps, on a envie de se poser des problèmes, des vraies questions, pardon. Quand on voit ce qui se passe en Afrique du Sud, on ne peut pas être insensible. Alors, moi je regarde tout et j'écoute tout le monde. Donc, nous avons des avis tranchés et on est en train de faire exactement ce que les autres voudraient qu'on fasse. C'est-à-dire, au Congo, on est en train de brûler l'ambassade d'Afrique du Sud. En Zambie, on est en train de taper les Sud-Africains. Au Nigeria, on a brûlé MTN. Peut-être bientôt au Cameroun. C'est pas ça la question. Je vous rappelle quand même que MTN appartient à Cyril Ramaphosa, qui est le président de l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas le président sud-africain qui a dit qu'on tue les Africains là-bas, même s'il est le premier responsable. Si on brûle MTN, par exemple au Cameroun, parce qu'on est épidermique, finalement, on va laisser quoi? Quelle autre société? Et quelle société finalement aura gagné? Et qui est derrière la société qui va encourager qu'on brûle MTN? We have to think about. Le monde n'est pas fait du rouge et du noir, du blanc et du jaune. Le monde est très compliqué en ce moment. Vous avez écouté Nicolas Sarkozy il y a quelques jours. Il disait que le premier grand danger du monde, et il parlait avec toute la haine, ce n'est pas un problème climatique. Pour lui, c'est un problème démographique. Donc, il a peur des Noirs. Il vous l'a dit. Et ce n'est pas n'importe qui, Nicolas Sarkozy.
Ils représentent les intérêts des superpuissances, des pays que vous connaissez. C'est un ancien président qui parle. Donc, les Noirs sont un danger pour l'avenir du monde. Pour une simple raison, on est 3 milliards dans 20 ans. C'est pour ça qu'il faut déstabiliser et il faut qu'un maximum d'Africains meurent, un maximum de Noirs meurent. C'est un discours qui peut choquer, mais ça peut plaire aussi à ceux qui comprennent ce qu'on appelle la géostratégie. Des Noirs qui brûlent les autres Noirs, regardez bien, je n'accuse personne, mais je vais vous expliquer tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est un mécanisme qui est bien huilé pour que les gens se retrouvent à devenir des animaux sans dignité et se règlent les problèmes entre eux. Il faut avoir le courage de l'expliquer à nos frères. On arrache vos terres, les multinationales arrachent tout, on brûle les entreprises de nos enfants, les PME, on décourage les gens de rester chez eux. Maintenant, quand ils n'ont que la seule option, c'est-à-dire le désert ou la Méditerranée, on détruit la Libye, on ferme les frontières de la Méditerranée, on fait couler les bateaux et on paye les esclavagistes en Libye pour qu'ils ne laissent pas passer les nègres. Et ces gens se retrouvent entassés là au Maroc, partout, et ils deviennent du bétail humain. Ce bétail humain est vendu dans le marché, aux esclaves. Et après, les gens s'indignent à l'Union européenne. Oh, vraiment, c'est pas normal. Oh là là, il y a des Africains qui meurent. Eh bien, ils viennent nous bouffer tout notre pain. Mais en réalité, le but visé, c'est qu'un maximum d'individus animalisés, négrophobes, négroïdes, négrophobes parce qu'ils se détestent entre eux, mais négroïdes parce qu'ils sont nègres, ils commencent à se bouffer entre eux comme des poissons dans l'eau. Donc quand vous prenez donc la situation en Afrique du Sud aujourd'hui, vous constatez que c'est le même système. On a juste peur d'utiliser les jolis mots aujourd'hui puisqu'on est civilisé, mais c'est l'esclavage. On n'a pas démantelé les schèmes esclavagistes. Ils ont voulu politiser ça, ils ont dit c'est l'apartheid, mais c'est de l'esclavage. Les Noirs ne se mélangent pas aux Indiens. Les Indiens ne se mélangent pas aux Blancs. Les Blancs se mélangent pas aux Métis. Et ces 5% de Boers, descendants de Hollandais, de Français, d'Allemands qui sont allés en Afrique du Sud ont détruit le Zululand, le Bantoustan. Ils ont esclavagisé nos propres frères pendant des décennies, pendant des siècles. Et c'est cette libération qui a abouti avec Nelson Mandela, le 11 février 90, à la nouvelle Afrique du Sud qu'on a voulu arc-en-ciel. Mais elle ne peut pas être arc-en-ciel parce qu'il y a des cités en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui où on écrit « interdit aux nègres ». Donc les ghettos sont restés les mêmes. Le KwaZulu-Natal, le Zululand, à Johannesburg, tout ce qu'on va appeler les townships, ces pogroms-là, existent jusqu'en 2019. Parce que nous sommes très émotifs, mais on ne comprend pas. Donc, l'Afrique du Sud indépendante et nouvelle est née. Il y a toujours les gens, les 5% de nos frères européens esclavagistes, il faut le préciser, qui gardent 90% de l'économie. Ils ont l'arme nucléaire, ils ont la puissance de feu, c'est eux qui fabriquent. Les Noirs qui étaient les bons cuisiniers, les bons jardiniers, les bons cuistots, tout ce que vous voulez, les bons coursiers, étaient juste des gens qui devaient servir à alimenter la chaîne de production de l'esclavage. Alors, Mandela arrive, on ne se permet pas de critiquer Mandela. Et le premier choc en Afrique du Sud, c'est quoi? Il nous manque des gens, pas pour travailler avec les muscles, mais pour réfléchir,
pour enseigner, pour soigner, pour conduire, pour... Et c'est ces gens-là qui vont aller en Afrique du Sud, comme les Achille Mbembe, qui est professeur à l'université, le Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont allés s'installer, ceux qui font du commerce, ceux qui commencent à récupérer, à grappiller du black empowerment, à créer un peu de la richesse, la classe moyenne, mais noire. Mais elle est venue d'ailleurs, du Congo, de l'Angola, du Cameroun, du Nigeria. Et le danger aujourd'hui, c'est que les Noirs sont abandonnés à eux-mêmes. Dans le ghetto, c'est eux. Ils n'ont pas eu accès, un, à l'éducation, deux, au capitalisme, à l'argent. Et face à cette situation, ça crée, évidemment, une macération. Ça crée une germination de la détresse humaine. C'est pour ça que quand vous voyez ces vidéos-là aujourd'hui, ces gens-là, qui sont nos frères, qui ont déjà des traumas de plus de 100 ans de domination bestiale, ont le premier réflexe, c'est d'aller sauter sur la boutique du Congolais, croyant que c'est le Congolais qui est l'ennemi. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont cassé les boutiques qu'ils peuvent remplacer ces gens, parce qu'ils n'ont pas le dynamisme économique. Ils ne sont pas cultivés. Voilà donc en réalité la première situation en Afrique du Sud. C'est les 5% ou 8% des gens qui détiennent la finance sud-africaine qui conduisent à ce que cette situation en Afrique du Sud dégénère. Et c'est eux qui amènent à rendre les autres animaux et qui commencent à se bouffer entre animaux. Quand on est en danger, on ne va jamais attaquer. C'est comme quand les gars d'un commando sortent, ils vont rarement braquer à Bonanjo. Les victimes des voyous de Shell Newbell, d'un commando, de Bepana, qui n'ont pas accès à l'éducation, à l'eau, leurs victimes, c'est souvent les gens de Deido, de New Deido, d'Aqua et tout, mais qui sont aussi finalement comme eux. Ceux qui détiennent leur argent dorment tranquilles à Bonaprison avec des gros chiens. Ceux qui détiennent leur richesse dorment tranquillement à Bonanjo, à Bastos, avec leurs gros chiens, les gendarmes, et tout, ils sont protégés. Et cette injustice-là doit cesser. Cette vidéo, c'est pour dire donc qu'on doit reprendre conscience que si on n'équilibre pas un peu d'amour et de dignité, parce qu'il ne faut même pas... Tout le thème aujourd'hui, ça tourne autour de l'amour. Si vous n'avez pas un peu d'amour pour les gens, ils deviennent des animaux. Et après, c'est très facile de dire, oh, les Noirs ne s'aiment pas. Mettez des Blancs entre eux. En Italie, ils se sont bouffés à Naples. La Camorra, la mafia était partout. Les gens s'égorgeaient dans les familles. En Allemagne, quand les Juifs ont commencé à conserver l'essentiel de la finance, qui produisait l'huile économique, c'était entre les Européens qu'ils ont commencé à se bouffer, à se manger. Donc ce n'est pas un problème de nègre, je veux plus qu'on croie que le noir est incapable de s'aimer. Il faut rapidement enlever ça de vos têtes. C'est le conditionnement mental qui détermine le conditionnement physique qui amène les gens à s'animaliser. C'est comme actuellement au Cameroun, c'est les Camerounais eux-mêmes qui arrêtent d'autres Camerounais et qui les emprisonnent et qui les rendent à l'état bestial. Il n'y a aucun Européen là-dedans. Mais c'est qu'il y a une paupérisation mentale qui fait qu'on finit par croire que l'autre est ennemi. L'autre n'est pas ennemi. J'ai suivi le direct d'un monsieur qui a fait 5000 vues hier. Et il disait qu'un Bamileke ne sera jamais président. Et on a laissé ce genre de personne faire un direct de 3-4 heures. Il a insulté délibérément une grande partie des Camerounais, mais ça on va en reparler tout à l'heure quand on va redescendre. On commence par la pyramide inversée. Mais c'est terriblement choquant. S'il le dit, ça veut dire qu'il y a certains qui le font. Et beaucoup le pensent. Nous n'avons pas le droit d'exclure un seul cheveu d'un frère camerounais ou ailleurs, parce que nous avons le même destin. Nous sommes nous tous pareils. Donc, ce message va à l'endroit de beaucoup de ceux qui nous écoutent, mais qui gèrent. L'Afrique du Sud, donc,
quand vous allez comprendre qui met l'argent dans ces banques, quand vous allez comprendre qui fait tourner l'économie sud-africaine, quand vous allez comprendre comment est véhiculé le système pour que ces gens des townships restent esclaves toute leur vie, vous allez commencer à comprendre pourquoi c'est très facile pour des gens qui n'ont pas mangé depuis 2 jours, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas l'eau et la lumière, qui dorment dans le plastique, d'aller attaquer la boutique d'un frère camerounais ou nigérien parce que lui, il a la vision, il travaille dur, il se lève, il est peut-être pas un peu plus intelligent, mais il a investi. Ils ne sont pas formés, ces Sud-Africains. Ils ne sont pas là à l'école. L'ignorance, c'est le premier facteur de destruction de l'Afrique aujourd'hui et du Cameroun et de tous nos pays. Il faut qu'on en sorte. L'ignorance, c'est le premier facteur destructeur de l'intelligence humaine. Donc, ne tuez pas et ne condamnez pas tous ces autres Sud-Africains, condamnez les 20 millions d'analphabètes ignorants et voyous qu'on retrouve dans tous nos pays qui se sont levés pour aller brûler, pour aller casser, parce qu'ils ont le même discours que certains qui se cachent au Cameroun et qui font des directs sur Facebook, qui disent à d'autres Camerounais qu'ils n'ont pas le droit d'être Camerounais. C'est même cette proportion de 20% d'idiots se recrute dans tous les compartiments de toutes nos sociétés. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Il y a encore des Camerounais plus idiots que certains Sud-Africains, plus dangereux. Et ces gens-là doivent être neutralisés, ils doivent être démasqués, ils doivent être condamnés avec toute la force. Parce que ces choses qu'on voit là-bas arrivent souvent chez nous. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la pratique, c'est du réel. Dès que j'ai dit ça de l'Afrique du Sud, je dis, je répète, la majorité de ces gens qu'on a vus en Afrique du Sud sont exactement la même proportion d'individus ignorants et très dangereux qui sont très à l'aise sur Facebook et ailleurs, dans les télévisions au Cameroun, dans les quartiers, pour véhiculer la même idéologie de la haine parce qu'ils sont ignorants. Précision, l'ignorance, ce n'est pas le fait de ne rien savoir. L'ignorance, c'est le fait de savoir plus que tout le monde même, mais d'ignorer aussi très vite. Donc ces gens-là ignorent leur histoire, ignorent leur destin, ignorent leur culture et ne sont pas des êtres humains. On le vit déjà dans le nord-ouest, dans le sud-ouest du Cameroun, mais pas seulement. On le vit à Yaoundé, on le vit à Douala, on le vit dans le Cameroun. Donc, c'est bien de dire les Noirs sud-africains. Non, mais vous êtes comme ça. J'ai suivi aussi un professeur d'université ce matin qui a dit exactement la même chose que l'autre idiot. Permettez l'expression, parfois il faut y aller un peu, qui incitait à la haine tribale aussi, en parlant de Maurice Kamto. Je me suis dit peut-être il y a un complot. Il y a un complot. Je vous explique. Maurice Kamto est un professeur international de rang magistral de droit, par exemple. Et il y a quelqu'un qui dit qu'il lutte pour l'image du professeur Kamto, qui est emprisonné. Mais ce type fait exactement tout pour réduire la personnalité de Maurice Kamto à un petit lutteur de Bahamas, un petit lutteur tribaliste, un petit lutteur du village. Et ça fait quoi? Ça fait que ça réduit la force de la lutte de M. Kamto, qui va être présenté à l'opinion internationale plus comme un grand chantre de la liberté, mais on va simplement le présenter comme un petit gars qui lutte pour le bien-être de son village et les gens de chez lui. Et ça ne peut avoir aucune portée. Est-ce que ce n'est pas un complot? Je vous laisse réfléchir et tirer vos conclusions. Ne soyons pas émotifs. Avançons. Akeva. Akeva, vous tous. Akeva.
Ayons donc pitié de nos frères sud-africains, pardonnons leur ignorance, même si on ne peut pas laisser passer ce genre d'acte. Alors, ça s'enchaîne avec quoi? Mugabe. Mugabe est le voisin de l'Afrique du Sud. Vous savez, dans ma longue carrière d'éditorialiste et de journaliste, je faisais ce qu'on appelle... Enfin, je sais tenir les trucs par thématique. Regardez comment le monde marche. Mugabe est mort aujourd'hui. Mais en réalité, vous allez voir que c'est la lutte et c'est l'histoire de tous les Noirs qui est en train de se jouer aujourd'hui ou ces jours-ci. Il n'y a pas de hasard dans la programmatique mystique de la vie. Robert Mugabe, Bob, est mort aujourd'hui. Et qui est Mugabe? Qui est Robert Mugabe? Je ne vais pas vous dérouler toute son histoire, mais à 95 ans, quand on meurt, on se laisse pardonner. Au village, on danse, on fait les tam-tams, c'est le deuil de la fête. Mais Mugabe, je vous ai parlé de l'Afrique du Sud, où nos millions de frères sud-africains, chez eux, ont été esclavagisés et animalisés chez eux, sur place. Avant même on achetait, les gens, ils allaient danser aux États-Unis, faire le coton là-bas. Mais eux, ils ont été esclaves chez eux, sur place. Et tout ça, il y a la Rhodésie. Cecil Rhodes, c'est les grands esclavagistes anglais et tout. Donc, il a fait de son pays... Donc, il a choisi une grosse partie de l'Afrique du Sud. Sud-Afrique. De l'Afrique du Sud. Pas en tant que pays, mais en tant que géographie. Il a choisi une des parties les plus riches. Et il a commencé à vivre et à exploiter la Rhodésie pour le compte de la reine. L'histoire de l'Afrique est tragique. C'est pour ça qu'aucun Africain n'a le droit de menacer un autre Africain aujourd'hui, de battre, de tuer, de priver de liberté un autre Africain aujourd'hui. Nous avons une histoire tellement douloureuse. Un monsieur prend tout un territoire, l'un des plus riches, et il dit ça va s'appeler Rhodes, dans son nom, la Rhodésie. Rhodésie du Sud, Rhodésie du Nord, tout ce qu'ils veulent. Et puis les gars comme Mugabe se lèvent un matin et disent non, on va bagarrer, on va résister, on va lutter pour être libre. Et ils créent la ZANU. Et c'est les pères de ce qu'on va appeler l'Union africaine. En 1961, les gars se retrouvent à Addis Abeba avec les Ben Bella, tous ces grands leaders d'avant. Mugabe est tout jeune, mais il va porter la voix de l'Union africaine. Mais Mugabe aussi a fait 10 ans de prison. Mugabe aussi a fait 15 ans dans la brousse, à résister, à lutter, à manger les chenilles, les cafards, les escargots, les fourmis, les serpents. 15 ans. Mais parce qu'il y avait un système pour broyer encore une fois de plus la chair du noir, pour faire fonctionner les usines, pour faire produire un peu plus de sucre en Belgique, en Angleterre. La richesse du monde occidental aujourd'hui regroupe les 80% de l'effort, de la sueur et du sang de nos parents. Voilà la réalité qui est dure à admettre. Et cet écart-là ne peut pas s'arrêter parce que nous ne sommes pas encore nous-mêmes une force. Nous ne sommes pas conscients. La spiritualité aujourd'hui doit être politique. Parce que la politique, c'est libérer l'homme. Or, la spiritualité vise à libérer l'homme du cœur, mais aussi de son environnement. Alors, évidemment, Mugabe, ses erreurs, c'était quoi? Mugabe, ses erreurs, c'était quoi? Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, ça c'est vers la fin, il veut faire une réforme agraire qui est juste et justifiée. Parce que 5% toujours, retenez bien le chiffre de 5% là aujourd'hui. 5% de gens dominent 95% des gens, mais chez eux toujours. C'est pareil comme je vous ai dit en Afrique du Sud. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Mais l'erreur aussi là-bas, ce que Mandela n'a pas pu faire chez lui, Mugabe l'a fait chez lui. Mais très mal aussi, parce qu'il a arraché les terres des Africains, des Boers, des Zimbabwéens blancs. Parce qu'eux, ils ne partagent jamais.
L'Européen, quand il veut t'écraser, il t'écrase jusqu'à la tombe. Je vous prends souvent cet exemple. Il s'assure qu'il peut non seulement peut-être te battre physiquement, mais il achète encore le stade, il paye l'arbitre, il drogue les spectateurs, et avant d'accepter le combat, l'Africain, lui, va toujours à la bataille en regardant ses muscles, il dit, toi, je vais te battre tout à l'heure. Tu ne connais pas ton adversaire. Et je vous apprends dans l'académie à connaître vos adversaires. C'est-à-dire à vous connaître d'abord vous-même, parce que vous pouvez être votre propre adversaire. Parce que ce qui a tué l'Afrique du Sud, et le Zimbabwe surtout, c'est que la réforme agraire, on a arraché les terres de ceux qui produisaient, parce que les Zimbabwe nourrissaient toute l'Afrique. Ils étaient forts, ils étaient riches. 5% de blancs, grâce à la technique, la mécanisation, l'industrie, ils produisaient le blé, le maïs, tout pour nourrir toute l'Afrique. Ils ont cette force-là. Il faut le reconnaître. Alors Mugabe arrache leurs terres, enfin les terres des Africains, et il donne ça aux Noirs. Les Noirs se mettent à boire la bière, à danser le kwassa-kwassa, et ils oublient qu'il faut la mécanisation. Il faut maintenir au moins le même rythme. Et conséquence, la crise vient, l'inflation, les bagarres, les tueries, les clivages, jusqu'à sa fuite. Et la longévité au pouvoir de ce héros, 37 ans au pouvoir. Écoutez bien, chacun doit tirer ses conclusions puisqu'on avance dans le live, parce qu'on va arriver tout à l'heure sur le Cameroun. 37 ans de domination sans partage, parce qu'il a été le héros. L'Africain aussi se trompe souvent de destin et de combat. Tu peux avoir été le héros, tu as libéré ton peuple, mais après tu laisses faire, tu laisses les choses avancer sans toi, parce que ton nom est gravé en lettres d'or sur chaque mur, élevé par le sang et les enfants de ton pays. Ce n'est pas obligatoirement toi qui dois conduire la réforme. C'est pas toi. Même dans nos familles, le papa ne se laisse jamais enterrer, il ne donne jamais la place au successeur tant qu'il n'est pas mort. Il faut qu'on arrête cette culture. Et Mugabe est exactement le prototype du bon père africain qui dit comme il a lutté pour l'indépendance, parce que Mugabe, c'est les Oumiobe, hein, c'est les Wandier, c'est les Moumier, il a le même parcours, c'est ses égaux, c'est ses camarades de lutte. Mais depuis là, il était toujours là. Il dit que tout va finir avec lui. Et finalement, le héros devient dictateur. Là où Mandela part, Mugabe dit qu'il ne bouge pas. L'amour qu'on a pour lui, le Dieu vivant qu'il incarnait, commence à dégamer. Avec l'âge, les neurones se coupent. Avec l'âge, on accepte facilement d'avoir ces petites couches. Avec l'âge, on a peut-être un peu plus de malice, d'intelligence, mais on n'a plus le même éveil. On n'a plus le même envie. Écoutez bien, Mugabe sort par la petite porte parce qu'il rêve un matin que sa femme peut commencer à gérer le Zimbabwe à la place des Zimbabwéens. Qui est sa femme? Personne. Elle a fait quoi pour le pays? Rien. Elle a quelques QI, elle a acheté quelques doctorats la nuit, mais elle n'a pas grand-chose dans la tête. Et elle est impopulaire, elle est indésirable, elle est hautaine, elle est vilaine, et elle n'a pas l'adoubement des gens. C'est là où le peuple se lève, c'est là où l'armée se soulève. Et le général Mangwanga, qui est le fils de Mugabe, parle au nom de l'armée. Et on met Mugabe dans une chambre du palais. On lui dit, papa, tu es président, mais fais ton discours dans la chambre. Mugabe se met à parler, seul. On change ses feuilles. Vous avez tous vu ça. Il a perdu la tête. Et c'est comme ça qu'il sort par la petite porte. On aurait pu éviter ça avec un peu d'intelligence. Donc, Mugabe, c'est une histoire tragique, mais c'est une histoire camerounaise. C'est une histoire africaine. Il faut tirer les leçons de l'histoire. Il faut que ça nous parle. Et voilà comment le gars qui a bataillé dur pour libérer son pays est devenu le jouet des petits militaires. Et ça a tué le côté mythe, le côté rêve de cette Afrique. Le côté juste. Akeva. Vous savez, augmentons de volume.
C'est un live qui est très puissant, je vous le dis. Donc à partir de lundi, tous ceux qui sont dans l'académie, vous recevrez cette carte. C'est les cartes postales d'un geste. Et vos cartes sont là. Voilà, il faut le dire. N'ayons pas honte. Akeva. N'ayons pas honte de bien faire. On se moque de nous parce qu'on n'est pas ordonné. On ne sait pas travailler ensemble. On ne sait pas grandir. On est dans le bricolage. On a honte même de vendre nos choses. On a honte de faire bien. On a honte d'être beau. On a honte d'être intelligent. La seule intelligence qu'on sait faire, c'est contre nous-mêmes. Alors, je lisais un livre ce matin. Le livre, c'est... On parle de 3 héros. Le gars qui a écrit ce livre s'appelle Le Noir. Mais c'est un Européen. C'est un Français. Alors, il a écrit un livre où il parle de Socrate, de Bouddha et de Jésus-Christ. Israël, ma langue, tu ne dois même pas t'appeler Israël. Toi, tu ne dis pas la vérité, toi. Alors, voilà un gars qui a écrit un livre sur Socrate, Bouddha et Jésus-Christ. Alors, ce livre-là m'a choqué, mais c'est un livre. C'est pour ça qu'il faut lire la pensée des autres. Écoutez bien. Socrate, c'est le père de la philosophie. Vous le savez. Le Bouddha, Bouddha qui veut dire éveil, hein, c'est le père du bouddhisme, l'homme qui a créé une nouvelle philosophie. Et puis le dernier de cette saga, c'est Jésus-Christ, hein, le juif. Et déjà les 3 là, quand j'ai parlé d'un Indien, hindou, j'ai parlé d'un bon gréco-romain, donc un Européen pur sang et d'un juif, vous voyez qu'il manque un Africain. On parle là de 3 saints. Et on veut nous dire qu'il n'y a jamais eu de saints noirs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les autres qui écrivent leur histoire tout le temps. Parce que nos histoires aussi finissent toujours à la Mugabe. C'est-à-dire là où le papa doit être couvert d'or, il va encore gâter à la fin de son règne. Si je puis appeler ça comme ça. Là où il peut aller manger ses missolets tranquilles ou son petit coquille tranquille, il veut mettre grâce là-dedans. Il gâte son histoire. Mais non, l'Afrique aussi a eu des Mandela. Les Noirs ont eu les Luther King. Ces gens-là, c'est peut-être nos contemporains, mais c'est aussi des gens qui ont une dimension spirituelle divine. Alors, et ces 3 gens-là, vous allez remarquer, n'ont pas écrit. Hein. C'est les autres qui racontent leur histoire. C'est les autres qui pérennisent leur savoir. C'est les autres qui portent leurs enseignements. On n'est pas obligé de les aimer, mais on constate quand même qu'ils sont reposés sur des socles forts, parce que c'est la base de l'amour. Ils ont mis leur business, leur industrie, leur connaissance sur l'amour. Le Bouddha, c'est apprendre à connaître l'univers, à maîtriser son cœur, son corps, à résister à l'environnement, aux tempêtes. Socrate, c'est celui qui a amené la cuisine des idées. On dit que la mère de Socrate accouchait des corps, mais Socrate accouchait les esprits. Et ce n'est pas Socrate qui a écrit, c'est son disciple Platon. Platon lui-même qui est mort, il a laissé à Aristote. Aristote a envoyé et nous on a récupéré. Hein? Les Bissocs sont là aujourd'hui, mais avant nous, il y a eu les Martiens Towa, les Njomwele, on a essayé de gratter un peu. Mais en réalité, ils ont construit leur intelligence sur les esprits et sur le cœur et sur l'amour. Nous tuons nos héros ou nos héros s'entretuent parce qu'ils n'ont pas le temps d'être des vrais leaders jusqu'à la fin. Et dès qu'ils meurent vite, on n'a pas le temps aussi, nous, d'écrire leur histoire. On est tellement porté par la haine. On est tellement porté par
la misère mentale. Depuis que j'ai créé l'académie, j'ai au moins 500 personnes qui m'appellent, qui écrivent, qui veulent des conseils, qui veulent... Notre peuple n'a pas de référentiel. On a des intellectuels, on a tout ce qu'on veut, on a des médecins partout, des ingénieurs, mais ils travaillent pour les autres. Ils enrichissent les autres. Eux-mêmes meurent au travail des autres. On n'a pas encore créé un système où on peut réfléchir pour nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, beaucoup de nos frères sont devenus des animaux ignorants de leur histoire et ils ne savent même pas. Quand vous êtes ténaillé par la famine, par l'analphabétisme, par l'ignorance, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous allez mordre le premier os qui vient. Le Cameroun nous parle, mes frères. L'Afrique du Sud nous parle. Le Zimbabwe nous parle, la France nous parle, l'Europe nous parle. Nous voici donc au Cameroun. Vous savez, en 90, j'étais un adolescent. Il y avait le procès à Douala et tous ces gens sont encore vivants. Il y avait le procès de Maître Yondo Black, à Bonanjo. Il y avait le procès de Pius Ndiawe, non, Célestin Monga, l'économiste, qui avait fait une lettre au président Paul Biya dans le Messager. Et ça, c'était l'acte de naissance quasiment de la démocratie. Je ne veux pas revenir aux années 60, hein, aux indépendants. Je dis en 90, j'étais. Alors, le procès a eu lieu à Bonanjo. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. La télévision CRTV était seule et elle n'avait même pas 5 ans, elle avait 5 ans à peine. Mais je peux vous dire, il y avait une seule radio. Je peux vous dire que nous nous sommes retrouvés en tenue à Bonanjo, sur le plateau Jos. Nous étions au moins 2 millions d'élèves. Nous étions... Patrick Niemek, au-delà du plaisir de t'écouter, tu es aussi drôle, mais dans le bon sens. Oui, non, quand vous créez une académie, si vous commencez à hiérarchiser, à hermétiser tout, vous chassez plutôt ceux qui n'ont pas le CP. La malchance que nous avons, nous qui croyons que nous sommes intellectuels, c'est d'aller réciter ce que les autres nous ont dit de réciter et devenir compliqué pour nos frères. Alors que l'intelligence, c'est de prendre ce qui est compliqué là-bas chez les autres et de venir décortiquer pour les frères ici. Moi, ma mission, la première règle, c'est de me faire entendre par tout le monde. C'est d'être accessible à tout le monde. C'est de parler des choses, même mystiques et ésotériques, fermées, mais pour tout le monde. C'est de donner les clés de la réussite à tout le monde. Ça, on peut le faire. Vous savez, dans mon inbox, m'écrivent souvent les gens de quelques petites loges là, ils ont peur des secrets, je ne sais pas de quoi ils ont peur. J'ai dit, moi, j'ai créé quelque chose pour donner aux gens. Si on avait au moins expliqué à nos frères sud-africains là qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils se battent, je pense qu'ils n'allaient jamais agresser un Nigérien. Le Cameroun est l'un des pays les plus intellectuels du monde, même si on est les plus pauvres aujourd'hui. Parce que chez nous, on ne cherche pas qui est Nigérien, qui est centrafricain, qui est congolais. Le Camerounais n'a pas dépassé cette étape. Mais si la misère continue comme elle est partie là, si le conflit continue, on va commencer exactement à faire comme les Sud-Africains, même pire qu'eux. Parce que nous allons comprendre plus vite comment tuer et manipuler. Si je parle des Congolais, imaginez des Africains. Voilà Kouachou, Bangmo, ma sœur qui est née à Kribi, qui a vécu, qui est de Kribi. Moi, je peux être de Kribi, mais je n'ai jamais vécu à Kribi. Donc, c'est elle qui est de Kribi. Au nom de quoi, demain, je vais aller lui dire qu'elle est illégitime à Kribi, juste parce que moi, j'ai l'illusion d'avoir mes grands-parents qui sont venus de Kribi.
Si on relève la vérité aux gens aujourd'hui, quand vous prenez la population de Yaoundé, la moitié des gens, des enfants nés à Yaoundé entre 70 et 2019 aujourd'hui ont un parent Bamileke, sont Bamileke. Je vais dire terre à terre, sont métissés. Ne voyez pas le bruit qu'on fait là, nous les bêtis, nous les... Moi j'ai un ami qui a sa petite soeur, c'est haut gradé de l'armée. Sa petite soeur sort, elle vit, elle rencontre des gens, elle est à Yaoundé. Elle ramène une grossesse et puis elle accouche, et bon, comme ça se passe en Afrique. Et l'enfant naît. Au moment de faire l'acte de naissance, le gars constate que son nom, Tonien, est mis entre Ngamo, Tonien, Tchabda. Le gars a voulu déchirer l'acte de naissance. C'est authentique. Et on lui a dit, calme-toi, c'est le Cameroun nouveau. C'est un nouveau Cameroun qui est en train de se dessiner. Si vous n'avez pas la volonté intellectuelle, le courage d'affronter ces idées-là, vous êtes en train d'aller exactement vers l'Afrique du Sud que nous condamnons aujourd'hui. La moitié des enfants nés à Douala aujourd'hui, au minimum la moitié, sont d'un parent différent. Et ces métissages-là sont tellement beaux. Yaba Simbouda, Douala, Ewondo, Bamileke, même Chang. C'est maintenant très complexe, même Chang, Batoufam, hein, Batié, Bana. À Douala, l'enfant est né à Douala, mais deux parents qui viennent aussi de très loin. Montrez-moi un couple de Douala aujourd'hui à Douala qui ont fait des Douala et des enfants Douala qui ont fait des enfants Douala. Mais arrêtons. Arrêtons. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas ici pour des débats pas fertiles. Je suis dans un enseignement. Et après on conteste ou pas, mais on prend l'enseignement. Et ce que j'ai dit pour Yaoundé, pour Douala, est valable pour Bafoussam, est valable pour Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Bertois. Allez à Bertois. Allez partout, dans toutes les villes. Ce qu'on appelle agglomération, ce qu'on appelle une ville, c'est un village qui grandit. Donc au début, il y a des regroupements de pêcheurs qui sont là, ou des travailleurs du champ. Et comme c'est une ville qui doit grandir, il y a des gens qui arrivent, c'est normal qu'on leur donne du terrain, qu'ils vendent, que d'autres achètent, qu'ils reçoivent. Donc c'est cet échange qu'on appelle la civilisation. Alors parce que je croyais que ce débat est réglé au Cameroun, mais tel que je vois la haine monter tous les jours, il faut qu'on tire la sonnette d'alarme. Il faut que nous prenions notre courage pour dire aux gens, attention, le pays est plus compliqué que ça. Nous tous qui nous disons des vrais bêtises là, nous savons que dans toutes nos familles, nous avons toujours le regard de l'autre qui est venu avec un nouveau sang. Et c'est ça qui pérennise les familles. C'est ce nouveau sang. Toutes nos sœurs ont des enfants avec des gars Bamileke. Voilà. C'est des jeunes qui ont des boutiques, qui travaillent, qui sont commerçants, qui sont actifs, qui sont ingénieurs, qui sont fonctionnaires. C'est des gens qui se sont installés dans la capitale, qui ont pris des filles d'un Vorada, d'un Vorfouda, d'un Vor ceci. Et il y a une chefferie même à Yaoundé, je pense là, à Eliksono, quelque part, où le gars, les gens, c'est une femme qui est chef, enfin, à Eliksono, où je ne peux pas bien situer, mais la chefferie à Eliksono, c'est une chefferie de l'Ouest. Enfin, depuis, c'est métissé. En réalité, je faisais cette stigmatisation pour être précis, pour dire nous sommes métissés, les frères. Dans tous nos villages, là, ceux qui viennent abattre les arbres, ceux qui viennent couper faire les champs, ce n'est pas souvent les gens du village.
C'est les passants, comme on dit. Et c'est ces passants-là qui s'installent. On leur donne une petite case. Ils prennent nos mamans. Ils font des enfants. Ces enfants deviennent nos cousins. Nos cousins prennent aussi d'autres filles d'ailleurs. C'est cette dilution de la culture qu'il n'est plus possible aujourd'hui de dire tel est Bamileke, tel est Douala, tel est Yabassi, tel est Ewondo. Si on ne règle pas cette question, mais Ezeka, quelqu'un me parlait d'Ezeka tout à l'heure, ça m'intéresse. La moitié des gens qui ont apporté le développement à Ezeka, il y a un quartier à Oussa très fort à Ezeka. Il y a un procureur actuellement, il y a un procureur, je pense que c'est un procureur à Yaoundé, le procureur général, qui est un gars du Nord, mais qui est né à Ezeka. Je connais aussi un qui est directeur adjoint du port ou de Kribi, qui est né à Ezeka et grandi en Konsamba. Enfin, cet exemple, on parlait de Konsamba tout à l'heure. Tout le monde sait qu'un Konsamba, c'est la ville de personne en réalité. C'est vrai que les Mbos sont là, mais ils sont accompagnés par les Bafans, par les Bagantés, par tous nos frères qui sont venus travailler dans les champs de café, de coton, bref, il ne peut pas avoir de mouvement dans l'enclos de la bêtise qu'on justifie par la culture ou le sang pur. Nous sommes un. C'est un message d'amour. Prenez ça comme ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il reste avec sa soeur Bassa. Mon frère, c'est ton problème. Pareil aussi. Voilà Mafo qui dit que tous ses neveux sont quoi. Déjà, le simple fait d'appeler l'autre quoi, ça veut dire que vous voulez trop vous voulez trop marquer cette différence. Et c'est très enfoui chez nous. Je croyais que c'est parti, mais c'est pour ça que si on ne règle pas ces problèmes d'ignorance de fond, là, on croit que les gens ont oublié. Non. Le jour où ça éclate, vous avez vu en Afrique du Sud, on a attrapé un Zimbabwéen qui se faisait passer pour un Africain du Sud, mais qui allait lui-même battre les autres Zimbabwéens. On l'a démasqué, on dit, mais toi tu n'es pas Zimbabwéen? Il dit, oui, mais pourquoi tu vas tuer les autres? Il dit, c'est parce qu'on est Sud-Africain. Donc, combattons cette bêtise au mieux. Combattons cette bêtise. Effectivement, il y a une bataille politique aujourd'hui. Et puis on en vient là. Sergio Dion parle du monde comme d'un village planétaire, parfois comprendre. Le foyer Bandiou Naïlik Sono. Mais voilà. Donc, mes frères et sœurs, Konsamba, c'est le village de Baganté, même les Mbos sont petits là-bas. Non. Le but, justement, ce n'est pas aussi de dire aux Mbos qu'ils sont petits chez eux. C'est de dire, ça ne sert à rien de s'agripper sur ces choses-là. N'oublions pas nos racines, mais allons. Vous savez, quand l'arbre est planté, plus il monte vers le ciel, les racines aussi entrent là-bas en bas. Mais les racines, on les cache. Quand un arbre commande à montrer ses racines, c'est qu'il va mourir bientôt. C'est pareil pour la culture. Si vous pouvez noter ça quelque part. Ne me respectez pas, mais notez au moins ce que je vous dis. C'est très poussé. Quand un arbre commence à sortir ses racines, c'est qu'il va mourir bientôt, c'est qu'il va tomber. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Hein? C'est ce qui risque de nous arriver. Nous, les métissés, ils nous mettront où? Non, le métis a l'avantage d'être un, d'être une fusion, d'être l'avenir. Le métis a l'avantage d'être quelqu'un qui est ouvert au monde. Mon dernier petit frère est totalement blanc. C'est un Européen pur. Donc, il faut qu'on sorte de cette logique. Pourquoi je vous en parle? Maintenant, on va redescendre aux vraies choses.
au procès de Kamto. Je vous ai fait cette approche de nos origines, s'il faut parler de ça, pour qu'on évite demain ce débat sur la petitesse, sur la pauvreté mentale. Ce dont ont besoin de nos villages aujourd'hui. Nos villages ont besoin d'électricité. Nos villages ont besoin d'eau. Nos villages ont besoin de tracteurs pour faire les champs, pour aider nos grands-pères et les vieilles machettes et les mamans, elle est où? Le siècle d'avant là. Il faut qu'on mette de l'internet dans nos villages. Nos villages n'ont pas besoin de plus de bassards, de plus de bamileke, de plus de ceci, de plus de boulot, de plus de ceci. On a besoin de plus de technologie. Et la distraction qui est en train d'attaquer le monde aujourd'hui, c'est incroyable. Les Chinois sont en train de bagarrer pour que les États-Unis ne les écrasent pas. Les États-Unis veulent se bagarrer pour que la Russie ne les piétine pas. La France même se bat ici pour ne pas disparaître. L'Allemagne alors, avec une population qui vieillit, tout le monde est vieux en Allemagne, les usines ferment, il n'y a pas les travailleurs, ils vont les prendre en Syrie et partout. Mais chez nous, on nous empêche de travailler. Voilà un procès aujourd'hui. On a fermé les routes depuis 11h, 10h du matin. Un vendredi, les gens ne sont pas allés au bureau parce qu'on est dans la politique. On est dans les règlements de compte. La crise politique au Cameroun nous fait perdre un jour 10 milliards par jour dans chaque ville, dans chaque ministère. La crise politique nous fait perdre au nord-ouest près de 200 milliards par mois. Au sud-ouest, près de 400 milliards par mois. La crise politique fait que nous ne travaillons plus. La crise politique fait qu'au nord, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de famille. Boko Haram n'est jamais parti. La crise politique fait que pendant que le monde réfléchit à donner de la lumière, des tablettes à leurs enfants pour qu'ils étudient l'astrologie, la domotique, les sciences pointues, nous, on est encore en train de chercher les visages des gens. Oh, l'autre là a une tête de bamileke. Ça c'est un boulot. Alors, ça montre qu'on n'est pas immature à affronter les destins. Le destin de demain est extrêmement violent. Vous savez, j'ai vu une vidéo des gens, des jeunes Camerounais qui sont allés au Parlement. Ils vont marcher demain. Ils ont une marche. C'est des révolutionnaires. Alors, j'ai suivi la vidéo de Calibri. Moi, j'ai failli couler une larme. C'était touchant. Mais il était devant des gens du Parlement européen, peut-être des assistants. Mais on les a écoutés. J'ai eu mal, pourquoi? Parce que voilà des jeunes qu'on n'a jamais écoutés dans leur propre pays. On a dit, ah, c'est qui? Ils ne sont pas là à l'école. Dis donc, qui quitte là? Ils n'ont pas de place. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez installé un système d'esclavagisme à la plus haute échelle. C'est ça qui nous revient aujourd'hui à la face comme un boomerang. On est en train d'écraser les enfants. On est en train de détruire les vies. Un enfant qui naît à Deido, est-ce qu'il a besoin de savoir d'où venait son père ou quoi? Il est camerounais, il est né à Deido, il est de Douala, il veut vivre, grandir dans une belle maison, que ses parents travaillent, qu'on envoie à l'école, qu'il travaille demain, qu'il fonde sa famille et qu'il développe le pays. Alors tous ces gens parlaient et j'ai vu des gens qui ont écrit, mais est-ce qu'ils représentent qui? Est-ce qu'ils représentent? Dans le désordre actuel, il n'y a plus de représentants officiels du Cameroun. C'est chacun qui porte la croix maintenant. Et c'est ça, on va être dans un désordre institutionnalisé où chacun peut se lever demain avec un fusil dans n'importe quelle partie du Cameroun et dire que voici ma part. Et c'est ça qu'il faut protéger si on veut que le Cameroun ne se disloque pas définitivement pour demain. Les gens ne voient pas cette crise parce qu'ils sont au pouvoir en ce moment. Ils ont des gros 4x4 avec notre argent. Les gens n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital, mais eux, ils ont le carburant. Ils versent le carburant dans des gros moteurs. Ils ont de l'argent, des milliards qu'ils mangent là.
Ils louent les mini-cités aux filles, une cinquantaine, ils ont tous le sida qu'ils distribuent aux gens en route, comme du bonbon. Ils ont de l'argent, ils sont protégés, mais ils ne réfléchissent pas à l'avenir de leurs propres enfants. Je ne suis pas sûr que tous les gens qui nous dirigent là veulent ou auront les moyens d'envoyer leurs enfants en Suisse demain. Donc ils seront là-bas, là où il n'y a pas d'hôpital, là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pas de travail. Et ils vont se rendre compte qu'après la fonction, la nomination, on est retombé dans la même soustraction du bien-être, dont la misère généralisée. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, chers frères et sœurs, ces jeunes ont été reçus, ou ces messieurs, ces Camerounais, il faut les respecter, ils ont été reçus à l'Union européenne. Ils parlaient, j'ai même vu une femme blanche pleurer, hein, parce que c'était émouvant, c'est tristesse et tout. Mais attention, la diplomatie, c'est aussi savoir verser une larme de crocodile ici et une larme du requin là-bas. Je vous explique. La situation qui arrive au Cameroun actuellement ne peut pas trouver une solution chez les prédateurs. 75% du budget de production de ces pays de l'Union européenne vient justement du fait qu'ils doivent maintenir toute l'Afrique en esclavage. S'il y a la démocratie demain au Cameroun, puisqu'on en rêve, dites-vous que l'Union européenne va perdre toutes ces sociétés, tout ce vol-là, tout cet argent, les billes de bois qui montent, l'or et tout qui vient là sans payer le juste prix, vont s'arrêter dans un état démocratique. Puisque dans un état démocratique, quand on coupe la bille de bois, on demande au peuple, on vend, le peuple dit vendons. Et dès que tu as vendu, peuple, j'ai vendu à 1 million, on fait quoi? Le peuple même fait ses lois. Avec les 1 million, si construisons d'abord l'école, mon frère. Avec les 1 million, dont les gens vont mettre l'œil. Dans ce désordre que vous croyez qui fait pleurer l'Union européenne, mon frère, je vais les appeler l'oignon européenne, c'est les larmes de l'oignon. C'est eux qui ont imposé à tous nos gouvernements ce que vous appelez les APE. Les APE, c'est la plus grosse escroquerie du monde moderne. C'est-à-dire, moi je produis mes choses ici. Il faut que je trouve les mangeurs de mon beurre de table, de mes choucroutes, de mes cornichons. Même si vous ne mangez pas les cornichons, les médecins qu'on envoie là-bas vous disent que vous avez une maladie, qu'il faut vous soigner par les cornichons qui viennent de l'Union européenne. Et ces gens-là portent leurs choses pour protéger leurs producteurs. Parce qu'ils cultivent ces choses-là. Ils portent tout ça, ils viennent vous verser ça là-bas sans payer la douane. On vous oblige à consommer leurs choses, leur beurre de table, leurs cornichons. Enfin, on ne nous oblige pas, mais comme on est un peu bête là, comme la tête est un peu molle là, plus on a le diplôme chez nous et la veste, plus c'est un peu mou là-dedans. Hein, tu vas laisser les avocats de Bouddha parce que tu cherches le cornichon de la Vienne. Alors, ces gens-là qui vont donc envoyer leurs cornichons sans payer la douane, l'État vit de 60% des recettes de la douane. Écoutez bien, ce n'est pas le direct des danses, des fesses ici. Et quand ça arrive là-bas, nous, comme on n'a pas de société, qu'est-ce qu'on produit là-bas? Rien. Les seuls qui ont des sociétés, c'est encore les gens de l'Union européenne qui ont fait tout pour favoriser leur société à s'implanter chez nous sans payer les taxes, sans payer la douane, sans payer tout. Parce qu'ils ont fait venir leur vieille machine, ils ont arraché nos terres, j'en suis une victime, et ils vont vous planter la banane, et vous allez écrire là, la banane va sortir gratuitement, sans payer aussi la douane, parce qu'on va dire c'est la banane du Cameroun. Donc, conséquence, on joue conséquence. Conséquence, les APE c'est ça. Les cornichons entrent gratuits sans payer parce que c'est les accords.
Et en retour, nous aussi, on fait passer la banane, l'huile de palme, tout ce qu'on fait. Mais le truc, c'est que ça, l'huile de palme, si c'est même pas pour nous. Donc, ici, la douane ne prend rien à l'aller et ne prend rien au retour. Vous avez compris? C'est très important. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous pouvez danser demain à l'Union européenne, même torse nu. N'est-ce pas, les gars vont se m'ouvrir le volet et l'œil comme ça, ils vont applaudir. Mais parce que le nègre croit que le sauveur, c'est son ennemi premier. Mon frère, les gens qui nous ont imposé l'esclavage, ce que vous voyez en Afrique du Sud, là, c'est la même chose qu'il y a jusqu'au Cameroun. Je ne dédouane pas nos politiques, on va en parler tout à l'heure, mais il faut d'abord partir d'une situation macroéconomique. Pourquoi l'économie ne décolle pas? Parce que chez nous, on empêche, comme nous on aime le vin rouge et la facilité, on vient prendre la brocante ici, mais là la douane taxe. Donc le matelas pourri des pupilles, des petits Allemands ici, qui étaient à la poubelle, comme on met la douane met l'œil, le prix augmente, et les gens achètent un matelas des urines des petits Allemands au prix d'un matelas neuf qu'on peut fabriquer tout de suite par la Saint-Post. Et le gars qui a le Saint-Post, la société qui fabrique les matelas au Cameroun, s'appelle Charles Metouk, et Charles Metouk est en prison. Charles Metouk était le directeur de la Sonara. Il a engagé les travaux à l'époque de plusieurs centaines de milliards pour transformer le pétrole camerounais sur place au Cameroun, à la Sonara, toute l'aile là, ça commençait à mettre en danger nos gens que vous connaissez. On a créé un truc là, bim, on a arrêté le gars, on a mis en prison. Ça fait que, là où vous allez vous plaindre là demain, mes frères, sachez que vous êtes dans la gueule. Vous êtes là où il ne fallait même pas être. Sauf si vous retournez ce langage pour dire aux gens, on sait qui vous êtes. Sauf si vous prenez la conscience que ceux qui vous manipulent ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes manipulés pour être manipulés, car ceux qui nous manipulent ne savent pas qu'ils sont manipulés pour être manipulés. Voilà une formule qu'il faut retenir. Chez nous, le marché, c'est pour le pauvre. Ah, Sonia Bidian, ce que tu dis est important, mais pourquoi aussi notre marché doit avoir la poubelle, la boue, la saleté, les odeurs, les mouches, les moustiques? Travaillons aussi. Ça ne justifie pas notre faiblesse. Nous sommes faibles. Si moi-même j'ai le choix entre Carrefour et aller au marché central, au marché de chèvres, je vais entrer à Carrefour, il y a la climatisation, il y a le parfum, on a nettoyé le carreau, il y a une bonne musique. Vous savez, un jour, je suis entré dans ce magasin-là, j'ai vu la vendeuse enlever l'étiquette. Ça venait de ces pays-là, c'était 5 €. Mais j'ai vu le prix en CFA, c'était 25 000. 5 €, c'est 3 500. De 3 000 à 25 000. Elle avait oublié. Et donc j'ai pris l'article, elle m'a suivi jusqu'à la caisse en me suppliant. Mais vous êtes faible. Et au Cameroun actuellement, il y a un mania de l'économie à Douala, à Bali, qui a fait venir exactement ces esclavagistes qui volent les Camerounais. Et vous l'appelez homme d'affaires, grand homme d'affaires. Il s'est associé avec ces gens qui vendent un pot de yaourt à 2000 francs dans un pays où le salaire moyen c'est 20 000 francs. Et c'est des Camerounais qui sont derrière. Et si je donne un nom là. Donc il faut une conscience. Mais au-delà de cette conscience, il faut de l'intelligence. Nous entrons dans des choses très intelligentes. Le monde de demain est très violent, mes frères. Le monde de demain est encore 10 fois plus violent. Et c'est ce qui va faire que, comme les Camerounais n'ont pas le courage politique de faire des réformes économiques,
Ils vont avoir le courage politique pour s'entretuer eux-mêmes. D'où le procès de Maurice Kamto ce soir qui a été renvoyé au 8. Maintenant, on va parler donc de ce procès. Akeva, il faut avoir le courage, non? Oui, mais parce que les Africains, les Camerounais me font rire. Il y a 5% de gens au Cameroun qui sont de toutes les tribus, qui veulent vous maintenir exactement en esclavage. Ils sont dans toutes les tribus. Ils sont dans toutes les tribus. Je vous ai parlé d'un grand homme d'affaires qui a de grosses sociétés d'alcool pour saouler les Camerounais. Ben, ça encore, c'est passable, c'est vos libertés. C'est l'économie. J'apprécie cette marque d'ailleurs. Mais ces gens-là font encore venir des gens qui sont esclavagistes pour piller. Alors que pour ouvrir un magasin moderne camerounais, il ne faut rien. Il faut juste des hangars, il faut un peu de clim, il faut balayer, il faut produire local, il faut aller porter de la marchandise à Bafang et nettoyer, laver au Karcher, nettoyer les mandarines, les bananes, le manioc, l'exposer bien dans... Ça s'appelle le merchandising, le marketing, la beauté du geste. Chercher la beauté. Nous pouvons le faire nous-mêmes, mais il faut une conscience. Ne voyez pas nos diplômes là et tout, nous ne sommes rien, nous sommes des fainéants. Et c'est cette fainéantise-là que les autres exploitent. Aujourd'hui, comment vous allez vous plaindre chez les gens quand je vous expliquais comment fonctionne l'Union européenne? Comment vous pouvez avoir le courage d'aller leur demander d'aller libérer quelqu'un qui dit qu'il veut se battre pour que ça s'arrête? Cette chaîne de l'esclavage doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont verser les larmes de l'oignon, mes frères. Nous faisons très mal. Parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Nous faisons très mal. Vous savez, parfois, quand on a les petits ici à la maison, j'envoie l'aîné, je dis, va arracher la tablette de ton petit pour qu'il dorme. Et le petit revient avec les larmes aux yeux. Oh, on a arraché la tablette, papa, on m'a arraché la tablette. Et moi, pour jouer, je dis, ah bon? On a arraché ta tablette? Mais qui a pu? Mais c'est pas possible. Qui a pu faire ça? Allez, donne-moi le nom aussi. Ah bon? Va l'appeler. Enfin, je vais régler ça. Et je l'ai fait jouer comme ça, jusqu'à ce que le petit dorme sans sa tablette. Et à ma fille, je lui fais un bisou, je dis, tu as bien fait. Le monde marche comme ça. Comme nous manipulons nos petits, c'est comme ça que, en politique aussi, puisque tout ce que vous, les gros mots, géopolitique, géostratégie, tout ce que vous apprenez là, c'est juste une histoire de comment manipuler les autres. La géographie, c'est pour faire la guerre. Celui qui a sorti les cartes du monde, là, il a commencé par dessiner sa France gros, son pays gros. C'était pour influencer les autres, alors que quand tu arrives dans ces pays, il n'y a rien. Mais ils ont dessiné leur carte gros. Ils ont mis l'Afrique qui est plus grande, petit. Ça fait que l'Africain lui-même regarde sur la carte. Il dit, oh, on est pauvre, hein, on est petit. L'Africain ne sait pas qu'il a le continent le plus fort, le plus riche, le plus puissant. Regardez les cartes du monde. On met l'Afrique. Alors que toute l'Europe n'atteint même pas le Nigeria. Le Nigeria, le Bénin et tout. Le désert du Mali, c'est toute l'Europe. Mais quand regardez vos cartes, regardez les cartes, vous allez voir la carte de l'Europe. Ah, mes frères. Alors, le procès de Kamto, moi, me touche particulièrement. Et le procès de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, les Ayuk Tabé, ils ont pris 20 ans, ou la perpétuité, je pense. Moi, si j'ai un message à faire passer ce soir, c'est qu'on apaise les cœurs.
Quelqu'un est en train de dire à la maison, pourquoi il tourne autour du pot? Je ne tourne pas autour du pot. Quand je dis apaiser le cœur, ça veut dire la notion du pardon. Il y a aussi certains qui vont dire, pardon, qu'on a fait quoi? Non. On parle. Pourquoi quand tu cognes la pierre, tu t'excuses? Pardonner ne veut pas dire qu'on a tort. Pardonner veut dire qu'on a pris la mesure de sa grandeur et on se dit, c'est la vie. Le 8 octobre, Monsieur le Président, Paul Biya, ma voix porte, ma voix est écoutée. Libérer le professeur Maurice Kamto. Libérer le professeur Maurice Kamto. Libérer le professeur Maurice Kamto. Quand j'ai dit ça 3 fois, je m'arrête là. Mais je m'explique aussi. Tous les combats politiques en ce moment ne visent qu'à affaiblir le Cameroun. Tous les combats politiques ne visent qu'à détruire économiquement le Cameroun, socialement le Cameroun, culturellement le Cameroun, dont un homme bien sensé ne peut pas permettre, ne peut pas jouir du fait qu'il y ait des gens qui jubilent qu'on enferme les leurs. Même en politique, il y a ce qu'on appelle l'armistice, même dans la guerre. La guerre entre les nations. Il y a même les conventions des prisonniers. A fortiori, un conflit politique entre des frères d'une même chapelle, d'un même pays, d'une même culture, d'un même village, dans ce monde où les requins nous attendent comme ça. La vie, c'est le capitalisme, le cap. Je définis ça dans mon académie, le capitalisme. Donc, aucun peuple au monde ne peut vivre sans développer le capitalisme. Aujourd'hui seulement, quand vous fermez les procès à répétition, font perdre chaque jour à l'État au moins 10 milliards de francs CFA. Les services sont bloqués, les routes sont bloquées, il y a une nervosité. Maintenant, le climat social d'abord. Les gens ne s'aiment plus. Il n'y avait pas les directs avant pour dire nous les Bamileke, nous les Boulou, nous les Bétis. Non, ça crée un malaise social. Ça crée... Je ne sais pas si vous êtes fiers dans la négativité, mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, le climat social est délétère. Dans ce procès fait à Maurice Kamto, laissons le volet juridique. Le Cameroun a tellement de juristes. On peut réciter les amendements ici jusqu'à demain matin. Si vous voulez, on commence. Restons sur le volet politique. Pour dire, nous, on demande pardon. Je ne sais pas si quelqu'un va dire vous qui. Mais quand on s'appelle Martial Bissok, on ne peut pas dire vous qui. Moi, je demande pardon à la place de Maurice Kamto. Si tant il est bien vrai qu'il a fauté ou pas, je ne sais pas. Mais si c'est ce pardon qui est difficile pour qu'on arrive à reconstruire quelque chose, parce que tout ce temps-là qu'on fait à la fin, quand la facture va venir, on va mettre l'Ozis Cameroun, perdant Cameroun. Le nombre de touristes a baissé, personne ne vient plus au Cameroun. J'appelais les amis, le Hilton est vide. Le Cameroun, c'est quand même le cœur de l'Afrique centrale qui accueille les symposiums, séminaires. Vous croyez que la France vit de quoi? Ils vivent du tourisme. Soma, Biarritz, J7,
Les gars viennent faire une semaine là, un mois, les services secrets. Ça donne en une semaine à la ville de Biarritz le budget pour toute l'année. Quelle activité il y a au Cameroun? Économiquement, il n'y a rien. Bon, socialement, je vous ai dit qu'il y a une tension grave. Les gens mangent le poisson braisé en se guettant. Les couteaux ne sont pas loin. Parce qu'on ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire, mais les gens, celui qui n'a jamais vécu le racisme ne peut pas comprendre le tribalisme. Celui qui n'a jamais vécu l'exclusion dans nos familles, celui qui n'a jamais subi l'injustice chez un oncle ou chez une tante, ne peut pas comprendre. Celui qui n'a jamais vu qu'il passe, on le pointe du doigt. Vous savez, le racisme est tellement dur et le tribalisme encore est tellement dur. Donc, même quand les gens font maintenant leur live et se disent, nous les Bamileke, on va réagir. En réalité, je réfléchissais à ça ce matin, c'est une réaction humaine. C'est une réaction des gens qui se disent, mais est-ce qu'on va laisser qu'on nous enterre vivants? Et cette réaction n'est pas positive, évidemment, puisqu'ils sont déjà en mode urgence et réflexe et défense et survie. Les autres aussi sont en train d'aiguiser les couteaux que nous, on ne va pas laisser l'affaire là. Vous savez, quand j'ai annoncé mon live tout à l'heure, le matin, j'ai un frère qui m'a écrit, mais qui m'a dit, ne dis pas que tu comptes t'allier derrière Kamto. Je dis, tiens. Donc, dans nos idées, on se regroupe derrière une tribu directement et automatiquement. Ce n'est plus de la politique. Mécaniquement, aucune tribu ne peut gagner l'élection. C'est la force des idées pour changer et construire un pays qui va nous faire porter demain quelqu'un qui a des projets pour la nation. Et quelqu'un qui a des projets pour une nouvelle Afrique. Donc le climat social est très tendu. Ça ne se parle pas, ça se vit. Les gens s'ouvrent. Il y a une méfiance très bête là en ce moment, même dans la diaspora. Les gens, ils se... Non, Charlotte, c'est pas ça. Je connais tes ambitions, tes côtés politiques. C'est pas ça. C'est pas de ça que je voulais parler. Vous croyez que Kamto qui est embastillé, qui a les menottes aux pieds et aux mains en ce moment, va encore faire... Est-ce qu'il est victime? Je pense qu'il est victime. Il est victime. Vous voulez que la victime demande encore pardon comment? Il est déjà embastillé. Ce n'est pas de ce pardon que je parle là. C'est pas le pardon très nègre là. C'est un pardon même quasi spirituel où quelqu'un doit prendre sur lui le destin d'un pays pour dire oui, si vous conférez encore à l'intelligence de l'âge, comme on dit en Afrique. C'est-à-dire, c'est maintenant que Paul Biya doit nous donner le jeu, parce qu'on dit le jeu politique. C'est maintenant qu'il doit nous dire, écoutez, qu'il fasse quelque chose. C'est ce pardon-là qu'on attend, c'est-à-dire, c'est lui qui a la possibilité de dire, on va faire une sortie politique pour un nouveau Cameroun que je vous laisse, mes enfants. Pour qu'on évite justement l'erreur fatale et qui a dégradé l'image de Mugabe. Ceux qui suivent mon live depuis le début, on a parlé de Mugabe. La sortie de Mugabe était très médiocre et partisane et parcellaire, pas visionnaire, parce qu'il n'avait plus les neurones pour donner cette intelligence supérieure qu'il faut pour libérer une nation. Il faut avoir le courage de le dire. Donc ce qu'on attend, par exemple, quand je parlais du pardon, le pardon c'est se dire,
On va laisser la chance à un nouveau Cameroun. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas faire couler le sang. Je ne vais plus brimer. Je vais laisser les énergies s'exprimer. Vous voyez un peu là où on va. Parce que le garde prisonnier est un prisonnier. Vous ne le savez pas. Mais l'image du Cameroun est cornée à travers le monde. Peut-être vous êtes très bien dans votre confort à Yaoundé, je ne sais pas où vous êtes là. Si vous êtes bien dans vos coupures d'électricité, dans vos poubelles là-bas, c'est bien. Hein? Mais je vous dis, quand tu marches à travers le monde, notre cote a baissé politiquement. Économiquement, aucun partenaire sérieux ne peut venir au Cameroun, sauf les bandits. Les prédateurs vont venir justement parce qu'ils ont créé une mélasse, la moise. C'est dans la moise que les bandits de l'Union, quelque chose là, viennent faire des affaires qui leur profitent. Parce qu'ils ont déstructuré la carte graphique, mystique, géographique du Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Ce climat délétère-là arrange les bandits. Puisque dans ce climat délétère, si Bolloré ne paye plus ses employés, ou qu'il leur donne 5 000 francs le mois, il va leur dire, vous voyez que vous avez la chance. Si je vous vire là maintenant, vous allez aller où? Si je vous vire même là, qui va vous défendre? Vous appelez Yaoundé, il n'y a plus personne au bureau. Vous appelez le ministre est dans le parti. Donc, s'il n'y a pas un pays stable, je vais être clair, stable, politiquement, économiquement, il n'y aura pas de boom. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de progrès. On avance. Les Camerounais me font rire. Vous ne savez pas que cette situation délétère, je l'ai démontré plus haut, fait que personne n'a plus l'argent pour payer ses employés aujourd'hui. Il n'y a plus d'argent pour créer de la richesse. Les sociétés sont en cessation de paiement. Et quand il n'y a pas d'argent qui circule, quand le capitalisme est mort, c'est la guerre civile, c'est l'anarchie, c'est le royaume des bandits. Sauf si ceux qui sont là actuellement sont en train de créer cette situation de banditisme pour faire ce qu'on appelle les prébandes. Peut-être que c'est une stratégie politique. Peut-être nous on est l'ampleur, mais en réalité il y a un problème politique qui consiste à tout brouiller, à tout noircir, à créer une tension permanente. Vous savez, dans nos familles, le président Biya peut aussi pardonner pour le bien-être des Camerounais, le président Biya sortira. Vous savez, dans nos familles, il y a toujours une tante là qui n'aime pas quand il y a la paix. Justement, quand il y a la paix, le Congo ça diminue. Quand les cousins s'embrassent, les sœurs mangent ensemble et tout, ça détruit le pouvoir de la tante. Il y a toujours une tante là qui aime bien. Comme ça, il y a une tension permanente et elle peut aller de case en case. Elle mange là, elle prend là, elle appelle, on lui fait le paquet. Et c'est de ça exactement que nous vivons actuellement au Cameroun. Il y a bien quelques gens, pendant que le peuple pleure, que la rentrée scolaire est dure, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'ouest, au nord, il y a bien une bande de petits ministres là qui profitent des milliards. Il y a bien une bande de petits gens là qui gèrent l'économie de l'urgence, dont les armes, hein, les dons. C'est eux, pendant que mes frères sont en train de mourir dans les forêts, à Bakingili, à Mouyouka, à Maï 17, à Batibo, à Ndop, il y a bien l'argent qui circule à Yaoundé, mais pour acheter des choses qui tuent. Il y a aussi une économie qui se développe là-bas pour faire circuler des faux billets, pour faire circuler de la drogue, pour faire circuler de l'alcool, pour faire circuler de la boisson.
Il y a toute une économie parallèle de la guerre qui est alimentée par des chefs bandits depuis Yaoundé. Et ces gens-là sont capables de faire un rapport pour dire que les Camerounais là se détestent trop. Vraiment, il faut encore que ça continue. Donc, le discours qui vise à dire aux gens de baisser les cœurs énerve. C'est pour ça que vous allez voir, les gens payent 2 camps. Les 2 camps là sont alimentés depuis Yaoundé. Les gars sont payés pour maintenir la tension permanente. Il faut cette tension. C'est Iran-Irak. Donc on nous a créé un Iran-Irak sur place au Cameroun. Mais il suffit donc d'être plus intelligent et de démanteler ces imposteurs, ces gens qui veulent la guerre, et vous verrez que le Cameroun va mieux se porter. En 5 minutes, si Kamto sortait ce soir et on lui enlevait les menottes et rentrait chez lui, on allait régler 40% du problème. Au moins du niveau de la tension est permanente. Mais elle n'est pas palpable parce que les gens sont ignorants. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que je veux vous dire là. Si Kamto, à la surprise générale, était sorti ce soir de la prison, et mais définitivement, avec tous ces gens, je peux vous dire qu'un nouveau Cameroun allait naître ce soir. Ça, ne venez pas me lier le droit ici. Je vous dis, si on réglait cette question politique ce soir, les vrais ennemis de la paix du Cameroun allaient être plus violents sur la toile. Comment on peut faire ça? Non, on va présenter l'autre comme le monstre. En réalité, c'est pour cacher nos dessous de table qu'on fait et de pourriture qu'on entretient pour détruire le pays. Aucun pays ne peut se construire dans la tension permanente. Mon père est prisonnier chez lui à Limbé, entre-temps impossible. Bon, mes frères et sœurs, moi, ma mission ce soir est terminée. Restons dans la paix. Hein. C'est très dur à dire, mais essayons de créer quelque chose qui va vers la paix et l'amour. Ça a disparu chez nous. Ça a disparu. Dès qu'on amène les gens à se braquer, ils deviennent des bombes. Ils deviennent des loques humaines, donc prêtes à mourir. Ils deviennent des kamikazes. Les gens parlent tout le temps, par exemple, de Patrice Nganan, tout le temps. Je vous prends juste un exemple. Moi, j'ai vu Patrice Nganan se radicaliser. Si je peux me permettre. Hein. Je n'ai pas peur de lui, ni de personne d'ailleurs. Mais je dis, j'ai connu Patrice Nganan qui était moins, on va dire, qui n'était pas méchant. J'ai vu un Patrice Nganan prendre de ses économies, venir au Cameroun, et on le laissait entrer et sortir. Il faisait les ponts. Il a construit les écoles. Il était dans la démarche de quelqu'un qui veut donner. Mais je pense qu'on lui a rappelé à tout moment qu'il est Bamileke. Il n'est pas fou, hein. Ce truc qu'on te renvoie à la face, là, que toi. Et ça, on l'a fait. On l'a fait. On le fait tout le temps chez nous. Oh, toi, le sale tout pourri, là. Toi, qui l'a dit dans Sale Maguida, on croit que c'est les jeux. Mais ça touche les gens. Ceux qui disent ça sont souvent ceux qui contrôlent les affaires, mais ils ne savent pas le mal qu'ils font aux autres. Quand vous dites un bassa qui de la Sale Maquisard, on grandit avec les mêmes choses qu'on nous a laissées. Regardez vous-même. Je vous ai parlé du procès. Je vous ai parlé du procès en 90 de Célestin Monga.
Nous sommes en 2019, 29 ans plus tard. Il y a toujours le procès. C'est kafkaïen, non? Mais le procès de qui? De Kamto. Comme par hasard. Et il y a 60 ans, il y avait le procès de qui? De Wandié. Vous croyez que les enfants, les petits-enfants, les petits arrière-petits-enfants qui naissent avec cette idée de procès, de condamnation, de tout, est-ce que vous croyez que ça ne joue pas? Est-ce que vous croyez que ça ne joue pas? Ça joue dans nos têtes. Donc voilà le gars, je parlais de... Quand il rentre aux États-Unis, il dit ok, moi je suis Bamileke, on va commencer, on va voir. Et c'est de là que ça part. Moi je sens de l'aigreur, de la haine, je sens de la frustration. Voilà, je sens quelque chose qui vient de très loin. Il y a un mal-être. Mais en réalité, ce mal-être-là n'est pas opposé contre les autres Camerounais ni les autres tribus, parce que les autres sont aussi... Le petit pygmée de Batouri qui est là-bas sans chaussures, sans... Vous savez, j'étais à Kété, à la frontière centrafricaine. J'ai un frère qui est huissier de justice là-bas, mais je suis arrivé à Batouri. Batouri était comme Mbalmayo, Tanga Nord, Tanga Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, Batouri, c'est vraiment à l'extrême ouest, est du Cameroun. La ville n'avait pas de l'électricité, mais à Batouri, il y a un camp des exploitants forestiers de l'Union Nojang. Eux, dans leur camp, j'ai dormi là-bas, ils avaient la lumière, ils avaient le satellite, ils sont gardés par les militaires parce que ça existe. Ils ont des frigos, on mange du bon croissant, du beurre. Nous sommes au Cameroun et nous sommes en 2019. Il y a des Camerounais qui n'ont pas droit à la lumière et des gens qui viennent exploiter leur forêt. Parce que Batouri, c'est extrêmement riche. Il y a l'or dans les rivières, il y a le bois. Mais voilà des gens qui ont démissionné. Ils ont des élites qui ont l'habit des partis, mais qui crient à Yaoundé. Mais chez eux, les gens meurent de dysenterie. Les enfants n'ont même pas la chance de vivre parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Mais il y a un camp, le grand camp des Européens. Alors, si on n'a pas la conscience de se battre aussi, et pour l'enfant de Babadjou, qui a l'école à 10 km, et de l'enfant de Batouri, qui a l'école qui n'a même pas d'école, c'est qu'on n'a pas le droit de se sentir Camerounais pour demain. Parce que c'est ça la mission, remettre tous les Camerounais au même niveau d'amour, au même niveau d'intelligence, au même niveau d'éducation, au même niveau de chance, pour qu'on ait l'éclosion d'un nouveau pays. Tout débat partisan. Oui, mais au fait, tu dis donc que tu es Bassa. Voilà, exactement. Tu as grandi en Balmayo. Le Camerounais est malhonnête par essence. Nous ne sommes pas honnêtes. Nous tirons la tribu parce qu'on a de l'argent qu'on gagne, on a des intérêts. Mais en réalité, les Camerounais ne savent pas ce que c'est. Voilà une dame qui est peut-être Bassa, mais qui a grandi en Balmayo. Et ceux qui connaissent Mbalmayo savent que Tanga Nord, Tanga Sud a toujours existé. Mais qui a fait Mbalmayo? C'est aussi nos frères qui sont venus. C'est les Fotso, c'est les Tchakounte, c'est les Bissok, c'est les Ondoa. C'est tout ça qu'on appelait le Cameroun. Comme on a échoué à refuser les APE, comme on a échoué à barrer la route aux prédateurs internationaux, comme on ne peut pas bloquer PHP ou Bolloré, on a favorisé la destruction de ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire l'amour de notre pays, pour favoriser ces multinationales cannibales qui viennent écraser le pays, détruire les lois, casser tout, casser les ponts en bois, casser les villages, apporter les maladies et tuer parce qu'il y a une dictature qu'on veut nous imposer. Bon. Dis donc, moi j'ai fini avec vous.
Voici les cartes, vous les recevrez dans vos boîtes aux lettres. Intégrez l'académie, hein. Nous, on apprend des choses importantes. L'amour, la sagesse et la réussite. Akeva. Les livres sont là ce mois. Commandez-les. Le best-seller, c'est partir comme on est venu. Et n'acceptez jamais que les autres décident de qui vous êtes. J'ai eu des coups de fil à Paris. Oui, il y a les prix. Non, les Goncourt, prix qu'on va organiser, c'est pour eux. Les Africains doivent se lever. Les Camerounais doivent se mettre ensemble pour créer le capitalisme. Je dis un capitalisme. C'est la science que Dieu nous a envoyée. Si on ne la développe pas, on va disparaître. Parce que les autres, entre-temps, ils s'enrichissent sur notre dos. Hein. Ils créent les écoles, vous mettez vos enfants et on apprend à vos enfants à venir se détester eux-mêmes. Ils rentrent, ils commencent à jouer les nègres supérieurs. J'ai vu des gens qui m'ont envoyé une photo de Fustel de Coulanges pour la rentrée. Il n'y a plus d'Européens là-bas. Il n'y a plus d'Européens à Fustel. Il n'y a que les Camerounais. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas? Il faut questionner ça. Questionner. Je suivais aussi les Camerounais qui parlaient de la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire est très avancée. Laissez. Créons nos richesses, travaillons, développons notre intelligence et nous allons donner la chance peut-être à nos enfants de vivre un rêve, un autre rêve. Parce que nous, on a vécu des cauchemars dans ce pays. Cauchemars. Mais on aime ce pays. C'est ça être patriote. Tenir un message de vérité et d'amour. Akeva.